Bonjour, je suis Antoine Brière, votre présentateur, et voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans Top Chrono. Au sommaire de notre émission, la culture du pourboire ne cesse de s'étendre. D'où vient-elle et comment fonctionne-t-elle? Nous avons tenu à vous montrer qu'il ne s'agit pas uniquement d'économie. Le consommateur est supposé pouvoir se procurer le bien et le service tel qu'annoncé. Être à la rue à 18 ans. Quand la direction de la protection de la jeunesse ne peut plus offrir de tutelle aux jeunes majeurs, une grande détresse s'installe. Notre reporter Paul Fontaine est allé rencontrer quelques jeunes. Il viendra témoigner sur ce plateau. Grand changement en garderie. Le gouvernement Legault a décidé d'ouvrir 37 000 places supplémentaires. Une décision appréciée des familles, notamment ayant des enfants à besoins particuliers. Tout cela et bien plus encore en 27 minutes, Top Chrono. La culture du pourboire est très présente au Québec, mais il arrive de se demander quels sont les endroits où l'on doit en laisser. Les consommateurs québécois sont habitués de voir ces services proposés sur les machines des restaurants. Cependant, depuis le début de la pandémie, les commerces qui offrent ces options se sont multipliés. Notre reporter, Samuel Roberge, a visité quelques-uns de ces lieux pour nous dévoiler cette nouvelle norme. As a paying customer, I expect to get what I want. La culture du pourboire s'enracine en Amérique du Nord à partir de 1860. Elle a été ramenée d'Europe par de riches voyageurs américains. Aujourd'hui, la culture du pourboire a grandement évolué. Après avoir vu ses nombreuses expériences loufoques de petits pots de change auprès des caisses, le consommateur est maintenant confronté à ces demandes constantes de pourboire lorsqu'il paie avec une machine Interac. J'ai tout d'abord demandé à Julie Blais-Comeau, experte en étiquette, à qui doit-on donner du pourboire? On pense au restaurant, au bar avec service. Donc, les comptoirs, des foires alimentaires n'est pas inclus parce que ces employés-là ont le salaire minimum. Alors, de façon générale, c'est lorsque l'employé ne reçoit pas le salaire minimum que le gouvernement tient en compte cette pratique culturelle de l'étiquette du pourboire. Mais les pourboires ne sont pas seulement offerts aux employés qui sont payés sous le salaire minimum. Et Mme Blais-Comeau m'explique que dans certains milieux, les pourboires sont en fait une conformité sociale. Non, on ne devrait jamais se sentir malaisé à une policy de pourboire, mais attention, quand on pense aux chauffeurs de taxi, il y a une pratique culturelle. Donc, quand quelque chose est culturel, au niveau de l'étiquette, c'est quelque chose qu'un groupe culturel est d'accord à pratiquer. J'ai décidé d'aller voir mon barbier pour essayer de comprendre la raison pour laquelle on donne du pourboire à ces employés qui ne sont pas des salariés à pourboire. Et dans tous les cas, une petite coupe de cheveux ne me fera pas vraiment de tort. Allons-y. Puisque les barbiers ont un salaire supérieur au salaire minimum, les standards en termes de pourboire sont beaucoup moins rigides et conformes que ceux des employés de la restauration. First of all, I never expect to get tipped because it's appreciated, not expected. Corey Murphy m'explique que les pourboires sont beaucoup plus essentiels à un barbier qui commence dans le métier que lorsqu'il devient plus expérimenté. It's more important at the beginning because you're making next to nothing. It's very hard to live off of and you generally have to have 2 jobs. Malgré tout, un pourboire entre 5 et 10 $ semble être la norme pour environ 90 % des clients de Corey. Cependant, il faut se rappeler qu'aucune loi n'oblige les consommateurs à laisser un pourboire. Un pourboire, c'est encore une fois supposé d'être optionnel. Dans la loi sur la protection du consommateur, qu'est-ce qu'on dit? C'est que le consommateur est supposé pouvoir se procurer le bien et le service tel qu'annoncé. Je suis allé chez Première Moisson pour qu'on m'explique les raisons d'afficher maintenant des options de pourboire sur les machines Interac. Je pense que c'était aussi pour garder les employés. Je pense qu'ils se rendaient compte qu'il y en avait beaucoup qui finissaient par partir d'ici parce que justement, c'était un fléau un peu de Première Moisson. C'était qu'on n'avait pas cette possibilité-là. Et c'est vrai que ça fait quand même une différence. Donc, Les employeurs ont donc décidé de répondre au problème de manque de personnel en offrant à leurs employés la possibilité d'obtenir du pourboire. C'est presque du chantage auprès de leur employeur. Les employés disent, on aimerait bien recevoir du pourboire pour service X ou sinon,
ben je vais aller ailleurs. Mais donner du pourboire pour un service au comptoir ne semble pas être encore une pratique culturelle. Bien, je trouve ça particulier, mais j'ai l'habitude de ne pas en donner, tout simplement. Ben, moi, je trouve que ça devrait être un choix là, envers le service. C'est plus embarrassant que de devoir donner du pourboire pour un café, mettons, à 5 $. Au début, quand ça a commencé, oui, j'avais l'impression que c'était comme une obligation. Rappelez-vous que c'est le terminal, donc l'entreprise qui crée le malaise. Le malaise n'est pas créé par le consommateur. 3 Canadiens sur 4 pensent que les employeurs qui offrent l'option du pourboire à leurs employés se donnent une raison pour ne pas augmenter leur salaire. Moi, j'ai tendance à compenser pour que je sais que, bon, les salaires ne sont pas élevés. Voilà, c'est ça. Ils font miroiter un petit peu l'employé sur le pourboire, alors que son salaire de base est minable, mais qu'il faudrait bien sûr revoir à la hausse les salaires de base surtout. Les consommateurs devront s'habituer aux options de pourboire sur les machines Interac, puisqu'il serait surprenant de voir une loi pour empêcher cette pratique. L'Office de protection du consommateur qui est là pour la protection des consommateurs sont déjà en flagrant, je dirais qu'il manque déjà de mordant. Il manque déjà d'ambition pour faire respecter la loi actuelle. Au final, le pourboire n'est jamais obligatoire, ou du moins, il ne l'est pas d'un aspect légal. Mais lorsqu'on sort d'un salon de barbier, on nous a aidés à se sentir bien et un pourboire vient dans le fond démontrer notre appréciation de la qualité du service. Et pour ma part, maintenant, ça me donne maintenant une raison de ne plus porter de chapeau. Un reportage de Samuel Roberge pour Top Chrono. Des centaines de travailleurs et de travailleuses du milieu communautaire à Montréal ont manifesté au centre-ville pour dénoncer la crise climatique et les inégalités sociales. Les manifestants en avaient long à dire. Oui, on avait deux revendications. D'abord, sortir des énergies fossiles et renforcer le filet social en taxant massivement la richesse. Donc, le but d'aujourd'hui, c'était de se rassembler, de se faire entendre. Dans le fond, notre angle, c'est qu'on ne peut pas dissocier la justice sociale de la justice climatique. C'est intrinsèquement lié. Une nouvelle loi fédérale a vu le jour en début d'année 2023. Le gouvernement interdit désormais les non-résidents canadiens d'acheter une propriété. Cette mesure vise à favoriser l'accès à la propriété des Canadiens en raison du marché immobilier difficile dans certaines régions du pays. Une situation que dénonce le courtier hypothécaire Vincent Lesault. La loi a été créée vraiment parce qu'il y avait un gros enjeu d'accessibilité au logement et d'abordabilité de logement. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui venaient acheter de l'immobilier résidentiel ici pour faire de l'argent. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que les Canadiens ne pouvaient plus avoir accès à ces logements-là. Donc, le gouvernement fédéral a décidé de mettre sur pause cette pratique pour assurer l'accessibilité. Tout à l'heure, nous aborderons le sujet difficile des jeunes majeurs en situation d'itinérance. Comment vivent-ils cette situation et comment s'en sortir? Notre reporter Paul Fontaine, après avoir observé la réalité du terrain, viendra nous parler sur ce plateau. Après avoir évoqué le fédéral, c'est l'occasion maintenant de parler du règlement municipal. La ville de Montréal imposera bientôt une nouvelle règle supposée réduire les déchets. Justement, l'Université de Montréal a pris de l'avance. Direction la cafétéria. Depuis le lundi 6 février, les points de restauration de l'Université de Montréal ne fournissent plus de contenants et d'ustensiles jetables à leur clientèle. L'avantage d'implanter un programme comme celui-ci, un programme de zéro déchet au niveau des services alimentaires, c'est certain que le fait que ce soit dans une université, ça nous donne vraiment beaucoup de boost dans la mesure, dans une université, on doit être exemplaire, on peut profiter, on peut se donner les moyens de nos ambitions. Le choix des contenants consignés est revendiqué par l'université. C'est beaucoup plus écologique de les récupérer, de les laver et de les réutiliser. Car tout ce qui est vaisselle compostable, on peut parler de ces plastiques compostables à base d'amidon de maïs ou d'autres bases végétales. Ces emballages soi-disant compostables n'ont pas d'usine de traitement à l'heure actuelle qui puisse permettre de les traiter. Cette transition constitue un gros changement dans les habitudes, mais elle ne semble pas freiner la clientèle. On réalise que les adhésions sont exponentielles. Déjà, avant le 6 février, où nous proposions encore de la vaisselle jetable, c'était assez exponentiel. On est arrivé à 150-160 utilisations par jour. L'université compte maintenant environ 3000 emprunts par semaine, soit près de 600 emprunts par jour. En ajoutant les clients qui apportent leurs propres contenants, Pascal Proutot estime qu'on évite l'utilisation d'entre 1300 et 1500 contenants jetables chaque jour. C'est intéressant comme idée. Je pense que ça va prendre du temps à s'habituer, comprendre comment ça fonctionne, mais je pense qu'on est rendu là. Puis c'est ça, il faut un petit geste à la fois. Il faut essayer de réduire notre empreinte écologique. Alors je pense que c'est une bonne idée. Ce système nécessite également de l'adaptation de la part du personnel. Ça a un impact parce que quand ils passent à la caisse, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut qu'ils fassent l'application.
Mais dès que l'application se fait, ça va super bien. Alexia Boyer pour Top Chrono. Et l'Université de Montréal n'est pas la seule à investir dans des programmes d'avenir. L'École de technologie supérieure a reçu le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie dans le cadre de l'inauguration de son nouveau pavillon D. L'occasion de voir les meilleurs projets et talents étudiants en matière de technologie d'avenir. Notre reporter Julien Surbois s'est rendu sur place. François-Philippe Champagne était présent ce matin à l'École des technologies supérieures pour l'inauguration du pavillon D qui accueille les ateliers des clubs étudiants travaillant sur des projets en parallèle de leurs études. Une visite autour de projets technologiques de pointe où le ministre s'est prêté au jeu du touche-à-tout, prenant le contrôle du robot Capra, un robot électrique de recherche et de sauvetage en milieu accidenté, ou encore en se glissant au volant de la Formule ETS, une monoplace 100% électrique qui fait appel à de l'intelligence artificielle. Un écho à l'annonce du ministre la semaine passée sur le financement de 40 millions de dollars pour des projets en intelligence artificielle au sein de la compagnie canadienne Scale AI. À la suite de la visite, le ministre Champagne n'a pas caché son admiration. Saisissez l'opportunité. On est en train de vivre une révolution industrielle comme on n'a jamais vu, une révolution verte, une révolution numérique. Moi, quand je suis sorti de l'université, on était à la recherche d'emploi. Maintenant, on est à la recherche de talent. Donc, c'est votre moment à vous de l'histoire de vous démarquer avec des opportunités générationnelles. Soyez ambitieux, mais je trouve que c'est un peu redondant de dire soyez ambitieux et ambitieuses parce que tout ce que j'ai vu ce matin, c'est vraiment de l'ambition. Et finalement, faisons de l'ETS la référence, non seulement au Québec, au Canada et dans le monde, en matière d'innovation là-dessus. Le Grand Prix Architecture a été décerné au pavillon D pour sa grande qualité architecturale, un bâtiment qui est majoritairement vitré, au style voulu très épuré. Une fierté pour le directeur général François Gagnon qui tenait à rappeler la position de l'ETS à l'échelle nationale. On forme 25% des futurs ingénieurs au Québec. On est la deuxième plus grande école de génie au Canada. On pousse dans le dos de Waterloo, là, qui est un petit peu plus grande que nous. Vous avez vu nos clubs étudiants, vous avez pu constater l'effervescence, le dynamisme, l'enthousiasme et un petit peu de compétitivité de nos étudiants. Une cérémonie qui conforte les efforts des étudiants afin de rendre toujours plus compétitives les innovations canadiennes sur la scène internationale. Julien Surbois pour Top Chrono. De nouvelles dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse entreront en vigueur le 26 avril prochain. Chaque jeune de plus de 16 ans, pris en charge par la DPJ, pourra compter sur un plan de transition auquel il aura contribué. Mais à ce jour, le défi demeure énorme, car de plus en plus de jeunes de la DPJ entrent en situation d'itinérance après leur sortie de placement. Un reportage de Paul Fontaine. Le 6 avril à ma fête, là, bonne fête Geneviève, là, tes sacs de poubelle sont prêts. C'était frais de même. Oui, c'était frais de même. Oui, exact, faut écouter la musique. Comme plusieurs jeunes placés en centre jeunesse ou en famille d'accueil, Geneviève Caron a connu une situation d'itinérance lorsqu'elle a atteint sa majorité. De 18 ans jusqu'à l'âge de 24 ans, elle a vécu dans la rue, fréquenté les centres d'hébergement et les ressources d'aide alimentaire. Oui, c'était visible. On le voyait, puis tout ça, quand j'étais assis sur le trottoir, littéralement. Le parcours de Geneviève Caron, qui a connu 10 familles d'accueil durant son enfance, est loin d'être unique. Depuis 2017, le professeur Martin Goyette suit plus de 500 adolescents et jeunes adultes à leur sortie de placement par la Direction de la protection de la jeunesse. Ces travaux montrent que la transition à l'âge adulte est un moment critique pour prévenir l'itinérance. Le rapport qu'on a publié l'année dernière montre que 33% des jeunes vont connaître au moins un épisode d'itinérance entre 18 et 21 ans. Or, la tendance est à la hausse. En 2019, les recherches de Martin Goyette montraient plutôt qu'un jeune sur 5 avait connu une expérience d'itinérance à sa sortie de placement. Même si ces travaux ne lui permettent pas d'identifier les causes de cette hausse du taux d'itinérance, Martin Goyette reconnaît que le filet social s'est affaibli durant les dernières années. Il est certain que dans certaines régions du Québec, il y a une pénurie de logements en général et il y a une pénurie de ressources pour aider les jeunes. Un contexte néfaste pour ces jeunes car plusieurs problèmes s'ajoutent à l'itinérance, dont une plus forte judiciarisation et des besoins plus importants en santé mentale. Les jeunes qui ont connu au moins un épisode d'itinérance sont beaucoup plus susceptibles d'avoir connu dans le passé des épisodes de santé mentale. C'est eux qui nous le disent lors de notre recherche. Les jeunes qui connaissent au moins un épisode d'itinérance sont 3,5 fois plus susceptibles d'avoir été mis en prison durant la période d'observation. Pour la directrice du collectif des ex-placés de la DPJ, Jessica Côté-Guimont,
La lutte contre l'itinérance en est surtout une de prévention dans les années qui précèdent la sortie de placement des jeunes adultes. Nous, ce qu'on demande, c'est que les jeunes soient mieux préparés à la transition à la vie adulte. Ça se prépare dès la jeune enfance. Dès le 26 avril, de nouvelles dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse entreront en vigueur, notamment pour faciliter la transition à l'âge adulte. À partir de 16 ans, les jeunes devront être épaulés pour établir un plan quant à leur sortie de placement. De faire un plan de transition à la vie adulte dans les 2 ans qui précèdent leurs 18 ans et de les informer des programmes et services qui existent, notamment la possibilité d'allonger leur placement. C'est d'ailleurs l'une des recommandations du rapport de la commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Mais ce que les recommandations de la commission Laurent stipulent, c'est vraiment un besoin holistique, un programme de transition qui englobe justement tout ce qui est logement, soutien financier, l'éducation, évidemment, le développement personnel aussi, là, c'est important. Or, la plupart des jeunes placés, comme Geneviève Caron, ne peuvent pas compter sur un fort réseau social. C'est parce qu'il y a tellement de monde qui se ramasse à la rue. Comme moi, à 18 ans, là, ciao, bye, puis je me suis arrangée avec mes affaires toute seule, puis... Non, j'avais rien, là, j'avais plus de famille. Je parlais même plus à ma propre famille. Fait que c'est comme... J'étais toute seule, laissée à moi-même, littéralement. Dans les prochaines années, les nouvelles dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse seront mises à l'épreuve. Selon Martin Goyette, un lourd travail demeure encore à faire, notamment sur le plan du développement de l'autonomie des jeunes placés. Il faut préparer bien en amont la sortie d'un placement afin de prévenir ces moments où il y a une fin abrupte des services. Ce n'est pas parce que la loi de la protection de la jeunesse se termine à 18 ans que la responsabilité quant à leur devenir doit s'arrêter à 18 ans. Paul Fontaine, pour Top Chrono. Et maintenant, on retrouve notre reporter Paul Fontaine. Paul Fontaine, bonjour. Bonjour Antoine. Paul, on vient de l'entendre, la transition à l'âge adulte est névralgique pour les jeunes de la DPJ. C'est une période où les risques d'itinérance sont élevés. Pour prévenir cette trajectoire de vie, il est question d'élaborer un plan de transition. Alors, ça consiste en quoi exactement le plan de transition? En plusieurs choses, Antoine. La chose qui mise le plus d'avant, c'est la scolarisation des jeunes à leur sortie de placement de la DPJ. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux sont soit sous-scolarisés, ou n'ont même pas en fait leur 5e secondaire. C'est pas juste ça, par contre, un plan de transition. Ça compte aussi, admettons, de l'éducation financière. Comment gérer un budget, comment payer ses impôts, comment préparer un CV aussi pour trouver un emploi éventuellement. C'est aussi un guide de ressources, de soutien psychosocial, de ressources, d'hébergement si jamais ils en ont besoin. Et pourquoi est-ce qu'un plan de transition, ça vise aussi large que ça? C'est pour préparer la sortie de placement de la DPJ. Et ce qu'on vise surtout avec ça, c'est de favoriser l'autonomie et la responsabilisation des jeunes. Parce que la plupart d'entre eux, lorsqu'ils passent plusieurs années soit en famille d'accueil, soit en centre jeunesse, c'est pas quelque chose qui est nécessairement mis de l'avant. C'est pas des milieux de vie très stables. Donc, c'est difficile de développer une certaine autonomie ou de développer une vision, disons, pour les prochaines années. Et c'est vraiment ça ici, le nœud du problème, c'est de préparer pas juste la sortie même, pas juste à 18 ans, qu'est-ce qu'on fait, mais à 19 ans, à 20 ans. En fait, et souvent, les plans de transition, les plans de transition vont pouvoir porter, oui, sur les premières années à la sortie du placement, mais jusqu'à 25 ans, parfois jusqu'à 30 ans, on essaie vraiment de leur donner un bagage. Point important ici, c'est que le plan de transition est unique à chaque jeune. Il va être préparé avec... Chaque jeune, en fait, est accompagné avec son directeur de placement. C'est la personne, en fait, qui s'occupe de son dossier. Et cette personne-là, lorsque le jeune a 16 ans, son directeur va contribuer avec le jeune pour établir un plan de transition. Donc, c'est pour les jeunes, mais aussi par les jeunes. Et c'est vraiment ça ici l'aspect important. Comme ça, c'est adapté à chacun d'eux. D'accord, très bien, je comprends tout à fait. Mais alors Paul, tu me dis que tu as rencontré des ex-placés, des ex-itinérants dans le cadre de ton reportage. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de cette nouvelle mesure selon vous? Oui, c'est une mesure qui est extrêmement bien accueillie. Ça fait en fait des années que les jeunes, que les intervenants du milieu demandent à ce qu'il y ait des plans de transition qui soient mis en place
pour préparer la sortie de placement de la DPJ. Et puis là, enfin, cette année, en 2023, à partir du 26 avril, il y aura l'obligation d'établir des plans de transition pour les jeunes. Donc, c'est une demande, c'était une chose qui était demandée depuis très longtemps, donc qui est très bien accueillie par les jeunes. Une personne en particulier que j'ai rencontrée, Emma Johnson-Bouchard, qui est une jeune femme de 21 ans, une jeune femme trans de 21 ans ici à Montréal. Lorsque je l'ai rencontrée au début du mois de mars, au milieu du mois de mars, ça faisait 3 semaines qu'elle était sortie de la rue. Elle a, à 21 ans, établi son propre plan de transition à l'âge adulte. Elle s'est trouvée une place en centre d'hébergement, les auberges du cœur. Donc, c'est ce qui lui offre en fait une stabilité résidentielle. Elle s'est donné aussi un plan de scolarisation. Elle veut terminer son secondaire 5. Elle veut éventuellement devenir intervenante auprès des jeunes, intervenante travailleuse sociale en fait. Et donc, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on retrouve absolument dans les plans de transition. Donc, Emma Johnson, bon, elle se l'est faite elle-même, mais c'est par cette action-là qu'elle considère qu'elle est sortie de la rue. Donc, on sent que... Elle s'est sortie par elle-même, en fait. Pas juste par elle-même. Elle est beaucoup accompagnée, puis ça, elle le salue, elle en parle beaucoup. Mais c'est ça. Donc, ce qui est névralgique ici, là, dans son cas, c'est le plan de comme transition, c'est le même qui se l'est fait, et c'est ce qui lui a permis de sortir de la rue. D'accord, je vois tout à fait. Donc un plan de transition à partir de 16 ans pour chaque jeune pris en charge par la DPJ. Mis à part cette nouvelle mesure, qu'est-ce qui peut être fait en fait pour prévenir l'itinérance concrètement? Oui, bien l'itinérance, c'est pas un problème qui est unique, qui est tout seul dans son coin. C'est relié à plein d'autres choses. On parle de sous-scolarisation, je le mentionnais plus tôt, de sous-employabilité, ou même c'est souvent aussi couplé à des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale, des problèmes de judiciarisation. Mais Martin Goyette, lui, mentionne la préparation, en fait, devrait se faire beaucoup plus tôt. Dès 10 ans, dès 12 ans, il devrait déjà comme y avoir des cours d'éducation financière ou surtout favoriser l'autonomie, la responsabilisation. Une autre personne à qui j'ai parlé, c'est Marc-André Bélanger, qui est affilié aux Auberges du Cœur, qui est ces centres d'hébergement à travers lesquels Emma Johnson s'est sortie de la rue. Donc, Marc-André Bouchard, lui, ce qu'il mentionne, d'autres mesures pour sortir de la rue, c'est surtout en fait d'obtenir un meilleur soutien psychosocial et d'avoir des services adaptés selon l'âge. Donc, ce n'est pas les mêmes services lorsqu'on a 10 ans que lorsqu'on a 16, que lorsqu'on en a 25. Une des choses qu'il mentionne, lui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation sexuelle pour les adolescents, pour les jeunes adultes. Une autre manière de lutter contre la précarité, disons, des jeunes. Tout à fait. Paul Fontaine, merci. Merci à toi. Sur un sujet plus léger à présent, l'administration Legault a décrété en 2023 l'annonce du grand chantier pour les familles, un plan visant à combler près de 37 000 places en service de garderie, avec un système de priorité pour les enfants provenant de milieux défavorisés ou à besoins particuliers. Un reportage de Maïsem Sarawi et Mathieu Bélanger. En octobre 2021, le ministère de la Famille lançait le grand chantier pour les familles, un plan d'action qui a pour objectif d'assurer une place à tous les enfants en réponse aux besoins de la population québécoise d'ici 2024-2025. L'une des mesures proposées vise à prioriser certains enfants selon différents critères, tels qu'une situation socio-économique moins favorable ou encore la présence d'un handicap physique ou mental. C'est pas une mauvaise chose, je pense, que le ministère reprenne le flambeau des listes d'attente. Je sais que ça existe, qu'il y a des CPE qui vont refuser des enfants davantage parce qu'ils ont des besoins particuliers. Puis les familles vulnérables sont sous-représentées en CPE. Puis si on se ramène à la base, quand les CPE ont été créés, c'était d'abord pour les enfants défavorisés, qui avaient un environnement qui était moins riche, qui était moins stimulé. Donc, c'est vraiment à eux que reviendrait la place. La nouvelle est bien accueillie dans le domaine de la petite enfance. Plusieurs sont d'avis que c'est un projet nécessaire pour mettre de l'avant l'inclusion et la diversité. C'est sûr qu'un organisme comme Je me fais une place en garderie salue et est ravi que le ministère veuille en faire une priorité parce que ça demeure difficile pour plusieurs familles d'avoir accès à une place en service de garde pour son enfant qui présente un handicap. Il y a tout de même quelques craintes auxquelles le ministère devra répondre. La plupart des directrices de CPE se demandent comment les choses vont être prises en charge. Parce que ça ne sera pas magique, là. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen
d'attirer les personnes issues de milieux défavorisés qui viennent davantage à CPE. Dans toutes les études qu'ils ont faites, c'est prouvé que c'est pas eux qui sont représentés dans les CPE. Donc, comment ils vont faire pour aller les chercher? Ça, je ne sais pas, j'en ai pas entendu parler. La première chose qu'un parent a besoin de sentir, c'est que son enfant il est accueilli. Donc, comment travailler avec le milieu pour qu'ils puissent comprendre aussi que c'est dans leur rôle d'accueillir les enfants, puis déconstruire un peu peut-être des fois des préjugés qu'on a face aux enfants qui ont des besoins particuliers. Cette mesure marque un tournant historique dans le milieu. Le deuxième depuis le développement des centres de la petite enfance en 1997. Pour les parents qui se font fermer de nombreuses portes, c'est une occasion de faciliter un processus souvent complexe. Mais sans aucun doute, ce serait une très bonne nouvelle pour les parents et je pense que ça ouvrirait beaucoup plus de portes parce que un parent d'enfant à besoin particulier, on ne se le cache pas, dans les 2 premières années de la vie de cet enfant-là, il y a un des 2 parents qui arrête de travailler. Il n'y a pas de place en garderie et même quand il y a une garderie, bien, on t'appelle souvent pour venir le récupérer parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire, c'est pas adapté, on a peur, ou l'enfant il tombe souvent malade. C'est ça la triste réalité, mais je pense que c'est une nouvelle qui peut faire du bien aux enfants à besoins particuliers parce qu'ils en ont grandement besoin. Maïsem Sarawi pour Top Chrono. C'est tout pour aujourd'hui. Lors de notre prochaine émission, Alexia Boyer vous présentera un reportage spécial sur l'usage thérapeutique des substances hallucinogènes. Après la légalisation du cannabis, vers la légalisation des champignons magiques, une émission pleine de surprises. Une variété de sites Internet en vendent en faisant croire que leur commerce est légal. Ces sites vont même jusqu'à faire de la publicité sur Facebook ou coller des codes QR partout en ville. Tout sur ce sujet et bien plus encore, c'était Antoine Brière et on se retrouve pour une prochaine émission dans une semaine. Top Chrono.